Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre cinquième et dernière conférence du Printemps de Francophonie 2021 avec Madame Ekinözlü Akseki sur l'univers de la traduction. Nous sommes très contents d'accueillir Ekinözlü Seki en tant qu'invité et nous la remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui En vous fait, remercie. comme les autres participants, on était aussi curieux des études et des traductions que vous avez fait, Madame Akseki, et des langues que vous parlez. Alors, on a fait une toute petite recherche. Donc, née en Algérie en 1980, elle a suivi sa scolarité dans les lycées français et elle a fait ses études universitaires en Turquie, en France et en Belgique. Elle a enseigné le français pendant de longues années et fait désormais des traductions. Elle a traduit Chose vue 1849-1885, Sélection du chapitre 1871, Babylone, rue des boutiques obscures et la vie de Caradine Barbereuse. La traduction de Rue des boutiques obscures a été finaliste du prix de traduction Thalessé allemand en 2020. Elle a aussi des traductions qui vont bientôt paraître comme De pierre et d'os, Une rose seule de Muriel Barbery et L'expérience est violente, évocation de Marina Satavea de Rhoda Jamy. Maintenant, comme nous vous avons présenté notre invité, nous donnons la parole à Monsieur Ojro, donc le directeur de notre établissement, pour prononcer quelques mots avant de donner ensuite la parole à Madame Akseki. Merci. Bon, avant que ça ne commence, on a déjà fait un accueil un petit peu informel, donc je ne veux pas parler longtemps. On est très heureux de vous recevoir et surtout, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Cette année, on a transformé un petit peu notre manière d'organiser la francophonie. On est parti du principe que dans les handicaps, il fallait chercher des solutions voilà, imaginer des choses qu'on n'aurait pas faites autrement. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, etc., on n'aurait pas eu l'idée de faire une visioconférence avec quelqu'un qui se trouve aux USA pour parler de la traduction. Donc, dans ce moment difficile, on a trouvé quelque chose de bien intéressant. Alors, forcément, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Donc, merci à vous d'être avec nous. Je ne vais pas vous présenter puisque les élèves l'ont très bien fait, ils avaient bien fait leurs recherches, donc tout est parfait. Maintenant, je vous laisse parler. Peut-être je redirai un mot plus tard, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Alors, c'est un tel plaisir d'être ici parmi vous et merci beaucoup pour votre invitation et pour cette belle présentation. C'est toujours très enrichissant d'être avec les jeunes et je peux le dire donc par expérience personnelle parce que, comme vous l'avez dit, j'ai enseigné de longues années le français comme langue étrangère à tout niveau confondu et tout âge confondu et je prenais un plaisir particulier à être avec les collégiens et les lycéens. Je sais que c'est toujours très enrichissant. Je sais que vous posez les questions les plus intéressantes, les plus recherchées. Je sais aussi que vous pouvez être sans pitié. Alors, j'appréhende un peu la partie questions-réponses. J'espère que je pourrai être à la hauteur. Je n'ai pas envie de faire un monologue, je préfère que ce soit un dialogue, mais j'ai juste quelques petits trucs à dire. Donc, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai un peu essayé de me rappeler si je savais ce que je voulais faire quand j'avais votre âge. Eh bien, figurez-vous, je n'avais aucune idée. Aucune idée de ce que j'allais faire et j'avais aucune idée qu'un jour je deviendrais traductrice parce que quand j'avais entre 12, 13, 14 ans, vous n'allez pas me croire, mais je détestais les cours de grammaire. J'étais presque nulle en dictée et pourtant, je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'étais en train d'acquérir tous les outils nécessaires pour par la suite devenir prof de français et ensuite donc pouvoir faire des traductions. Donc, tout ce que vous faites maintenant à l'école, tout ce que vous apprenez, bah, ça a vraiment un sens, une raison.
Et donc, tous ces outils qu'on m'a appris à l'école, en fait, ce sont aussi les conditions nécessaires pour pouvoir faire de la traduction. Donc, il y a différents types de traduction. Moi, je fais de la traduction littéraire, c'est-à-dire que je traduis des livres du français au turc. Évidemment, donc, première condition sine qua non, ça, c'est obligé, on a besoin de connaître 2 langues. De pouvoir, donc, quand c'est une traduction littéraire, ça se passe plus à l'écrit. Donc, vous êtes obligé de connaître la grammaire, vous êtes obligé de connaître la syntaxe, vous êtes obligé de connaître le vocabulaire. Mais évidemment, vous ne pouvez pas savoir tout le vocabulaire, vous ne pouvez pas savoir tous les mots qui sont dans le dictionnaire. Donc, ne vous en faites pas si vous pensez que vous avez certaines lacunes. C'est tout à fait normal. Quand je fais une traduction, le dictionnaire, le bon usage, le Becherel, ce sont mes meilleurs amis, ce sont mes livres de chevet. Et je n'hésite jamais à vérifier, par exemple, la signification d'un mot. Je vais même voir dans les dictionnaires parfois en anglais pour voir si il y a aussi si ça peut m'aider à vraiment bien comprendre le mot ou à trouver le sens en turc. Ensuite, quand je fais une traduction, évidemment, vous êtes obligé de bien. Donc, il faut d'abord pouvoir donner le sens et sans laisser un soupçon de traduction. Donc, le lecteur qui va lire le livre traduit en turc doit penser que, à la base, il a été écrit en turc. Et il ne doit pas se rendre compte que c'est une traduction. Et donc, pour ça, il faut parfois un certain… il faut en fait que je puisse visualiser le livre quand je le lis en français pour pouvoir le traduire en turc. Vous ne pouvez pas traduire quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas traduire quelque chose que vous ne visualisez pas. Alors, comme j'ai dit, pour comprendre, vous avez besoin de certains outils comme la grammaire, le lexique, etc. Vous avez aussi besoin d'un bagage culturel, de certaines connaissances. Mais, de nouveau, vous ne pouvez pas tout savoir. Je pense qu'on a la chance de vivre au XXIe siècle avec tous les ressources que l'on a. Je veux dire, de chez moi, je n'ai qu'à cliquer sur Internet pour avoir les images. Par exemple, maintenant, je suis en train de traduire un livre sur le Japon. Je n'ai jamais été au Japon. Et je clique les images sur Internet pour me visualiser les maisons traditionnelles japonaises ou les kimonos, par exemple. Je zoome pour voir ce que les femmes portent sur leurs kimonos ou les dessins qu'il y a sur les kimonos, par exemple. Donc, vous avez besoin… Donc, pour ça, il faut aussi pouvoir bien se documenter et il faut être curieux. Donc, c'est peut-être la deuxième condition de pouvoir faire une traduction, c'est être curieux. C'est un peu comme un travail de détective, de journaliste, tout ça avec la langue française et la langue turque. Troisième condition, c'est évidemment aimer la littérature, aimer lire. Alors, quand j'étais, par exemple, au collège et au lycée, j'adorais faire les analyses de texte. Parce que d'un tout petit texte comme ça, vous pouvez écrire 5 pages, 6 pages, 7 pages, essayer de comprendre. Vous ne connaissez pas l'auteur et vous essayez de vous mettre à la place de l'auteur, vous essayez de comprendre l'auteur. C'est un peu comme un travail de détective, de psychologue, de journaliste, un peu tout ça mixé à la fois. Donc, quand je dis aimer la littérature, c'est aussi un peu tout ça. Essayer de vraiment bien comprendre le texte. Et alors, dernière condition, c'est certainement une autodiscipline et beaucoup de persévérance. Alors, mais ça, vous en avez besoin pour tout.
pour tous. Enfin, je veux dire, vous vous préparez aux examens, comme votre professeur l'a dit, vous allez au Dalsané, vous êtes déjà en fait en train de faire tout ça, vous êtes en train d'acquérir les outils nécessaires pour être persévérant dans la vie. La traduction demande beaucoup de temps. Chacun a son rythme de travail. Moi, j'aime bien travailler en bloc. Donc, quand je suis en train de traduire un livre, je ne pense qu'à ce livre-là. Donc là, je suis par exemple au Japon avec le dernier livre de Muriel Barbery. J'ai déjà fait l'aller-retour à Kyoto. Et puis, donc oui, beaucoup de persévérance. Il m'est déjà arrivé de me lever parfois à 5 heures du matin, 4 heures du matin même, pour pouvoir travailler en silence, parce que c'est encore plus difficile maintenant en période de pandémie, quand ma fille est à la maison. Ou alors, par exemple, de rester debout jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Mais donc, parfois, ça peut être comme une torture, mais alors à la fin, quand vous voyez votre livre, vous êtes la traduction, c'est pas vraiment le livre, je veux dire la traduction. C'est un plaisir, ouais, c'est indéfinissable si vous voulez. Alors, comment ça se passe aussi pour la traduction d'un livre? Donc, en général, c'est l'éditeur qui me contacte en me proposant, il y a un livre comme ça, est-ce que ça vous intéresserait? Donc, ce que je fais toujours, c'est je demande à le lire une première fois, si je ne connais pas encore le livre, pour voir la sensation que ça me donne, si j'aime ou pas, parce que, comme je vous ai dit, on passe beaucoup de temps, donc il faut vraiment que ça soit un peu le coup de foudre. Donc, oui, je lis une première fois. Puis ensuite, quand on se met d'accord sur la date, etc., ben, je me lance. Je me lance comme à chaque nouvelle traduction, c'est un nouveau défi à relever. Et c'est ça que j'aime dans la traduction, parce que c'est comme si à chaque fois, je recommençais de zéro. Comme si à chaque fois, c'était la première fois que je traduisais un livre. Donc, je me lance à l'eau comme si je ne savais pas nager. Et puis, je fais une première traduction. Ensuite, je vérifie si je n'ai pas manqué quelque chose, si c'est correct ou pas. Parfois, il y a des endroits qui sont trop difficiles, je les passe et puis je reviens dessus parce que vous comprenez le sens quand vous êtes à la fin du livre. Faire une première lecture, c'est autre chose. Bien comprendre, c'est autre chose. Puis ensuite, je lis le livre 3 ou 4 fois en turc pour être sûre qu'il n'y ait pas de soupçon de traduction, pour être sûre que tout est cohérent, comme si c'était vraiment écrit en turc. Et au moment où je ne trouve plus d'erreur, alors ça ne veut pas dire que la traduction est terminée, ça ne veut pas dire que c'est une bonne traduction, ça veut juste dire que je suis tellement dans la traduction que je n'arrive plus à avoir un regard objectif. Et donc, à ce moment-là, quand je ne trouve plus d'erreur, je l'envoie à mon éditeur qui, elle ou lui, donc, à son tour, fait une nouvelle lecture, trouve à chaque fois évidemment d'autres formulations. Donc, on discute à propos de ces formulations. Est-ce que ce serait mieux d'utiliser ce mot ou ce mot-là, ou là, Ekin, tu as mal compris, ou là, tu aurais pu formuler de cette façon-là. Donc, c'est un travail d'équipe à ce moment-là. Avec un bon éditeur, vous ne pouvez qu'avancer. Ensuite, je fais les corrections et puis après, c'est au tour de la maison d'édition de trouver pour la publication, voilà, tout ce qu'ils font. Et puis après, le livre est en vente et voilà. Donc, c'est comme ça pour l'aventure de la traduction.
Donc, je n'ai pas trop envie de monopoliser la parole. Je trouve que ça sera certainement plus intéressant. Je sais que vous avez des questions. C'est ce que Madame Denmez m'a dit, que les élèves avaient des questions. Donc, je préfère vous donner la parole. Merci, Madame, pour votre discours inspirant. Donc, si vous voulez, on peut maintenant commencer à poser nos questions. Oui. Je veux commencer, madame. On sait que vous avez traduit beaucoup de livres en français. Pourquoi vous n'avez pas écrit votre propre livre? Oh, alors, plus je traduis et plus je vois à quel point c'est difficile d'écrire. Donc, non, c'est autre chose que d'écrire. Je sais que l'on dit souvent que la traduction, c'est être en partie auteur. C'est vrai parce que, bon, vous réécrivez tout un livre. Donc, pour mon cas, je le réécris en turc, c'est vrai. Mais je n'ai pas à penser au personnage, je n'ai pas à penser à l'histoire, où est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ça va se passer, etc. Donc, c'est tout autre chose que de devenir auteur, autrice. Et plus je traduis et plus j'ai de l'admiration pour les grands écrivains. Merci, madame. Je crois que notre camarade Neil a une question à vous poser aussi. Bonjour. Bonjour. Je voulais demander, est-ce que vous êtes devenue traductrice pour apprendre des langues ou est-ce que vous avez appris les langues pour devenir traductrice? Alors, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai eu la chance d'apprendre le turc et le français un peu en même temps. Parce que comme vos camarades l'ont dit, donc je suis née en Algérie, on dit ça un peu, vous savez, née par hasard, comme ils le disent, parce que mes parents travaillaient là-bas. Et donc, comme je suis née en Algérie, j'ai commencé ma scolarité là-bas, au lycée français, là-bas. Et ensuite, à cause du travail de ma mère, j'ai beaucoup déménagé. Et donc, j'ai habité donc, au total 6 ans en Belgique, 2 ans au Maroc, ensuite donc en Turquie. Et j'ai toujours été dans les lycées français. Donc, c'est comme ça que donc, je n'ai pas appris le français pour devenir traductrice. Donc, savoir 2 langues, évidemment, ça m'a beaucoup aidé. Par contre, c'est vraiment très tard que je suis devenue traductrice. Comme je vous l'ai dit, au lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, je me suis lancée dans des études d'abord de sciences politiques, relations internationales. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. J'allais faire mon doctorat, ma thèse de doctorat, et puis j'ai changé d'avis au dernier moment et je me suis dit, je vais faire une réorientation professionnelle. Et donc, j'ai refait des études de français langue étrangère cette fois-ci pour devenir professeur de français. Et c'est vraiment après, par la suite, petit à petit, que j'ai commencé je vais dire, je m'intéressais toujours aux langues, mais à prendre confiance en moi pour essayer de tenter la traduction. Parce que au début, ça demande beaucoup d'efforts. Bonjour madame, est-ce Bonjour. que je peux demander Bonjour. après? Oui, bien sûr. Madame, qu'est-ce que c'était le plus grand problème que vous avez trouvé quand vous faisant la traduction? Oh, il y a plusieurs. C'est un tout en fait, c'est tout, tout à la fois. Parfois, c'est bien comprendre le texte en français parce que c'est pas toujours très facile.
quand l'auteur vous écrit une phrase qui fait 6, 7, 8 lignes, vous savez, sans mettre le point final. Donc déjà là, pouvoir bien comprendre en français. Et puis, par exemple, pour le vocabulaire, j'ai traduit donc pour le livre de Bérengère Cournu qui devrait sortir au mois de décembre. C'est un livre qui se passe au pôle Nord. Je n'ai jamais été au pôle Nord, je n'ai jamais rencontré d'Inuits, donc d'Esquimaux, et pourtant il fallait que je puisse vraiment bien comprendre tout le vocabulaire qui tournait autour de ce livre. La même chose pour le livre que je suis en train de traduire maintenant. Ou alors aussi au niveau de la grammaire, parfois. Par exemple, oui, voilà. Par exemple, le dernier livre de Muriel Barbery que je suis en train de traduire maintenant, et ça s'appelle Une rose seule. Donc, juste pour vous donner un exemple très simple. Quand je vous ai dit que je faisais un peu un travail de détective au niveau de la grammaire, et ça serait aussi mon conseil pour ceux qui n'aiment pas la grammaire, c'est d'essayer de voir la grammaire de cette façon-là, parce que ça vous aide vraiment à mieux cerner le texte. Donc, quand vous avez une rose seule, vous regardez, donc, OK, vous avez le nom commun, rose, mais intéressant, c'est écrit, tout est écrit en majuscule, donc vous ne savez pas si c'est le nom commun ou si c'est le nom propre, parce que ça peut être rose, le nom, ou alors rose pour la fleur. La même chose, vous regardez pour l'adjectif seul. Alors, normalement, les professeurs, vous pouvez me corriger si je me trompe, normalement, quand l'adjectif vient après le nom commun, ici, une rose seule, le premier réflexe que vous aurez, ce serait de le traduire d'une façon, dans le sens solitaire, puisqu'il vient après le nom commun. Et donc, c'est ce que j'ai fait, par exemple, quand j'ai commencé ma traduction. Première phrase, donc j'ai commencé à traduire le texte et je l'ai traduit seul au niveau solitaire, donc yalnız virgule. Et ensuite, ce n'est que vers la fin du livre que j'ai vu qu'en fait l'autrice Muriel Barbery parlait d'un poème de Rilke, du grand poète Rilke, où elle explique en fait que seul est dans le sens unique. Et donc, en fait, ici, il faut juste… Donc, par exemple, pour traduire une rose seule, en turc, il va être tek virgül. Donc, c'est ce genre de choses qui peuvent poser problème. C'est à chaque fois un nouveau défi. Mais c'est ça qui est aussi enrichissant et intéressant, je trouve, dans ce métier. Je pourrais demander aussi, peut-on respecter l'identique lorsqu'on traduit? Bonjour. On essaye. On essaye. Et j'ai des questions aussi pour la traduction des chansons. Oh. Oui, parce que je vois dans les sites comme Lyrics Translate où ils font des traductions poétiques, ils disent, ou plus mot à mot. Oui. C'est comment ça recommence chez les traductions des chansons, dans les chansons, pour la traduction des chansons? Alors, je pense que pour les traductions de chansons, ça doit sûrement être le plus difficile, comme les chansons, comme les traductions de poésie. Parce que surtout dans la chanson, vous avez, je veux dire, il faut réussir à trouver le mot qui correspond. Ensuite, il faut… Oui. Quand vous dites chanson, vous dites aussi vraiment sensation, quoi. Ce sont des émotions. Il faut réussir à faire passer les émotions. Et alors, en plus, vous avez aussi le rythme à respecter. Parce que vous avez la musique. Le rime, ils disent le rime. Le rime, mais il n'est pas… je regarde quelque chose, ça ne correspond pas au rime dans la langue originale. Oui, non. Mais il peut comprendre le sens. Oui, c'est vraiment difficile parce que vous avez en plus la musique qu'il faut respecter. Parce que certains mots, je veux dire, quand je dis la musique, il faut que le nombre de syllabes corresponde aussi à la musique. C'est pas évident.
c'est pas évident. Je regarde. Par exemple, ils disent pour la version, par exemple, ils ont traduit une chanson en poétique et en chantant. Ah, Quelqu'un a fait ça. oui, oui, bah c'est intelligent de faire comme ça, oui. Je pense qu'il a profité de la traduction de la traduction. C'est dans une langue qu'il ne peut pas. Il a pris la traduction en anglais de la chanson et puis il l'a traduit dans sa langue. Ah, ok. Bon, déjà, il a alors perdu un peu, parce que c'est une seconde traduction, alors à ce moment-là. Oui, merci. Oui. C'est dur alors traduire la chanson. Parce que je Oh, oui, pense oui. que participer à Lyrics Translate aussi. Oui, enfin, Merci. oui, Google Translate aussi fait des traductions, mais quand j'essaie parfois, ça ne donne pas toujours le bon Je résultat. parle de lyrics, des paroles. Oui, C'est un site oui. internet. D'accord, oui. Merci Assémine pour ta question. Maintenant, on peut passer à la question de Bodil. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez déjà répondu à ma question un peu, mais dans l'espoir d'obtenir un peu plus de détails, je la poserai de toute façon. D'accord. Donc, il est évident que pour traduire un livre, il faut savoir plus que les langues. Ma question est donc la suivante. Lors de la traduction, surtout d'œuvres littéraires et philosophiques, de quel type de connaissances de base avez-vous besoin? Vous familiarisez-vous d'abord avec l'artiste ou le genre, ou choisissez-vous des livres sur lesquels vous avez déjà des connaissances? Alors, les livres sur lesquels j'ai déjà des connaissances, non, pas forcément. Je crois que j'aime relever les défis. C'est pour ça que je suis en train justement, j'ai jamais été au Japon, je traduis un livre qui se passe au Japon. J'ai jamais été au pôle Nord, j'ai traduit un livre qui se passe au pôle Nord. Mon livre sur l'espérance est violente, c'était ça se passait en Russie au début du XXe siècle. Donc, les livres sur des sujets que je connais, non, pas forcément. Les connaissances, c'est un tout, comme j'ai dit, il faut avoir une maîtrise des deux langues, mais il faut avoir, oui, une bonne connaissance de la grammaire, parce que si le texte est écrit au passé composé, donc quand vous voyez passé composé, vous devez comprendre ce qu'il veut dire à ce moment-là, l'auteur. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le passé composé et non pas, par exemple, l'imparfait? Ou bien, si le texte est écrit au plus que parfait, vous devez comprendre, vous devez pouvoir le transmettre en turc, trouver le bon temps qui correspond. Mais comme j'ai dit, je veux dire que ça ne vous arrête pas à faire des traductions, parce qu'il y a toujours vous avez toujours des outils qui peuvent vous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bon usage, le Becherel, le dictionnaire. Oui. Oui, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, je pense que j'ai eu mon réponse. Oui. Oui. Merci, madame. Maintenant, Öykü Yaman a une question. Bonsoir, madame, et bienvenue encore une fois. Je voudrais commencer par vous donner un exemple pour que mieux exprimer ma question. Dans le livre L'étranger d'Albert Camus, oui, le livre commence avec la phrase « Aujourd'hui, maman est morte ». Et donc, vu que dans une traduction de ce livre, de l'original du français à l'anglais, on n'avait pas traduit le mot maman. Le mot maman était resté comme ça et tout le livre était traduit en anglais. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que préserver le mot maman ici nous aide à créer comme un contraste avec tout ça et pour mieux exprimer l'idée principale du livre. Alors, je voudrais vous demander si vous avez des expériences personnelles comme ça ici, où vous avez fait de certains choix pour mieux protéger, mieux expliquer l'idée principale et spécifique de l'histoire. Et vous pouvez me lire la phrase en anglais? Comment est-ce qu'ils l'ont traduite?
ils ont traduit comme toute la phrase en anglais, mais sauf le mot maman. Comme on a fait toute la phrase, tout le livre en anglais, on a traduit ça, mais on n'a pas traduit le mot maman parce que, comme vous savez, dans le livre, il y a un disconnect, comme on ne peut pas sentir, il n'y a pas de sentiment qu'il a avec sa maman, mais en utilisant le mot maman, donc, comme c'est plus sentimental et intime, donc on crée comme un contraste. Et donc, je pense que ça aide à mieux exprimer l'idée du livre. Donc, vous avez des expériences comme ça? Alors, que j'ai dû faire des choix, on le fait, vous savez, un peu, enfin, comme cet exemple-là, non. Non, comme cet exemple-là, non. Mais, parce que là, c'est flagrant. Mais probablement, j'ai dû faire des choix conscients et inconscients où j'ai dû choisir entre un mot et puis pas un autre. Mais aussi de façon si flagrante, non. D'accord, merci. Ouais. Je crois que notre camarade Umut a aussi une question. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être ici avec nous à cette vidéoconférence. C'est moi qui vous remercie. Ma question, c'est pour le futur, avez-vous des plans de traduction des lignes de films ou de courts-métrages? Oh, je voudrais bien essayer. Alors, j'ai traduit des documentaires, une série de documentaires pour la chaîne télévisée Arte. Et c'est tout un autre rythme de travail. C'est vraiment différent de la traduction littéraire. Parce que, par exemple, pour la traduction littéraire, bon, on me donne en général 3 mois, 4 mois pour traduire un livre. Et il m'est déjà arrivé de le traduire, de devoir traduire 2 livres en 2 mois. Mais là, il fallait que vraiment je m'y mette à fond. Mais sinon, par exemple, quand je traduis un livre en 4 mois, j'ai le temps de faire autre chose aussi. Alors que, par exemple, quand j'ai dû traduire pour la série, pour les documentaires, on me donnait que 24 heures pour traduire une petite vidéo de 30 minutes. Alors, c'est difficile parce que c'est pas forcément, à ce moment-là, vous ne pensez pas forcément au vocabulaire ou bien, je veux dire, à la grammaire, etc., où le vocabulaire, c'est assez langage courant, si vous voulez. C'est pas aussi approfondi que dans les livres. Mais là, vous devez être rapide, pouvoir comprendre, ne pas rater quelque chose, l'écrire en même temps. Donc, c'est tout à fait autre chose. Et vraiment, tous les types de traductions sont différentes les unes des autres. Je suis une grande admiratrice de ceux qui font de la traduction simultanée. Parce que ça, oui, Madame Zeren, je vous vois là à l'écran, je veux dire, c'est un don inné, j'ai encore du mal à comprendre difficile de comment vous traduire arrivez. en même temps, on doit écouter ce qu'il ou elle dit, ouais, on ne doit pas le traduire. Parfois, quand on écoute de radio, de télévision française, mes parents disent, Yasmine traduit ce qu'ils disent. Ouais. Et alors, en plus, ce que je trouve encore plus difficile, c'est quand vous traduisez de 2 langues qui sont aussi différentes que le turc et le français. Parce que l'anglais et le français, au moins, vous savez que vous commencez avec le sujet, vous continuez avec le verbe et vous terminez avec le COD, par exemple. Alors qu'en turc, les places sont différentes. Oui. Donc, vous devez attendre la fin de la phrase pour comprendre Oui. parfois qui parle. Ce qui fait que vous devez vous devez aussi pouvoir entendre la phrase suivante, ne rien rater. Donc, oui, parfois, je rate des choses en essayant d'écouter ce qu'ils disent. Par exemple, j'apprends le portugais depuis 5 ans.
par moi-même. Oh. C'est plus facile de traduire du portugais au français ou de français au portugais que le turc au français. Oui. En fait, Ouais. on traduit avec une phrase de décalage. C'est ça, en fait. Parce qu'il faut attendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut attendre la fin de la phrase. En simultané, c'est comme ça. C'est très, très difficile. Ouais. Mais oui, oui. Et vous devez garder votre sang-froid, vous devez réfléchir en même temps, vous ne devez pas paniquer. Je préfère être devant mon ordinateur tranquillement avec mon livre. Oui, pardon? Désolée. Les langues de même famille sont plus faciles à traduire. Oui, oui, oui. Merci, madame, pour votre réponse. Maintenant, Elif veut poser une question. Oui. Bonjour, madame. Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Moi aussi. J'ai voulu demander, est-ce que vous pouvez proposer aux étudiants un dictionnaire que vous préférez? Alors, en ligne, j'utilise le Larousse et le dictionnaire Internote. Puis ensuite, je regarde aussi sur Google. Il y a un autre dictionnaire, c'est le cntrl.fr, je crois, si je ne me trompe pas, où vraiment il y a tous les sens d'un même mot. Il m'arrive de chercher la traduction en anglais du mot, de passer de l'anglais au turc, de regarder du français au turc. Donc, quand il y a un mot que soit que je ne comprends pas ou que je ne sais pas, ou alors que je sais, mais pourquoi est-ce que l'auteur l'a utilisé de cette façon-là dans le texte? Quel sens est-ce qu'il a voulu donner? Ben, je regarde tous les dictionnaires, en fait, qu'il y a. Je cherche même parfois le mot dans d'autres phrases pour essayer de comprendre. Parfois, il m'arrive de voir si il y a aussi une expression liée à ce mot, utilisée avec ce mot-là. Et ensuite, je regarde aussi la traduction, évidemment, en turc, pour être sûre de bien utiliser le mot. Ouais. Merci, madame, pour cette réponse. En fait, moi, quand je fais des recherches où j'écris un texte en français, j'utilisais plutôt le site internet d'Internote et quand je voyais des définitions sur le site internet de CNTRL, je me pensais que ce n'était pas un site que je pourrais utiliser à cause de sa mise en page. Mais maintenant, grâce à vous, je suis sûre que je peux l'utiliser. Donc, j'espère que... J'espère que je suis sûre que vos professeurs savent mieux que moi, mais il faut pouvoir choisir, évidemment, après. Parce que parfois, par exemple, j'ai remarqué que sur Internet, il y a certaines définitions, alors que certains sens aussi du mot, qui ne figurent pas dans le Larousse, alors qu'il y est dans le Larousse, et puis il n'y est pas, par exemple, dans d'autres dictionnaires. Donc, il faut vraiment... C'est pour ça que je dis bien comprendre un texte, ça veut dire bien visualiser le texte, pouvoir le visualiser. Je vous remercie pour cette réponse et maintenant on peut écouter notre ami Ijlal. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pensez que le métier de traducteur est un métier d'avenir puisque plusieurs applications de traduction existent et sont facilement accessibles? Très bonne question. Alors, personnellement, oui. Je pense que le métier de traducteur a un avenir. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on aura plus recours à ces logiciels pour faire des traductions techniques, par exemple pour des traductions juridiques, ce genre de choses. Mais je pense qu'il y en aura toujours besoin de traducteurs parce que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'exemple, une rose seule,
Si vous traduisez, si vous écrivez sur Google une rose seule, donnez-moi, enfin, quelle est la traduction en turc? Et il va vous dire seul au niveau solitaire. Il faudra que ce logiciel-là soit capable de lire dans le livre, de comprendre la signification. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on aura toujours besoin des traducteurs. De même pour la traduction simultanée. Par exemple, je sais que dans la traduction simultanée, il y a aussi des émotions qui passent. Ce n'est pas que dans les livres. Quand quelqu'un parle, il peut sourire, il peut avoir une certaine intonation. Et tout ça, l'ordinateur ne peut pas être un recours pour ça. Mais plus les logiciels se développent, et plus, je pense que ça va nous aider, nous les traducteurs, à faire peut-être encore de meilleures traductions. Merci beaucoup, madame. Merci, madame, pour votre réponse. Maintenant, je vois monsieur Ojro peut dire quelque chose. Monsieur, votre micro est fermé. Oui, par rapport à ce que vous disiez, j'ai vu la progression de Google Translate qui a commencé il y a 1 an à peu près, où maintenant on arrive à avoir autre chose que du charabia, c'est vrai. Ouais. Par contre, il y a une chose que ça ne peut pas donner, c'est tout ce qui est lié au contexte. Vous l'avez évoqué un petit peu en parlant du Japon, du culturel, mais peut-être pas complètement explicitement. Je pense à un exemple, vous allez comprendre tout de suite, vous qui êtes traductrice. Bon, ma femme n'est pas traductrice, c'est une neuroscientifique, mais pour ses loisirs, en ce moment, elle est en train de traduire un livre de Richard Lenoir sur l'introduction à la philosophie de Spinoza. Mm-hmm. Et bon, de temps en temps, elle me demande, voilà, parce qu'elle est turque, elle n'est pas française, bien sûr. Et elle butait avec le mot abbé, qui n'est pas un mot difficile. Hein, et vous pouvez chercher sur tout un tas de dictionnaires, vous allez très facilement trouver la définition du mot abbé. Et je ne comprenais pas pourquoi elle butait, donc j'ai demandé de lire la phrase, mais dans la phrase, on parlait de l'abbé Pierre. Et quand en France, on parle de l'abbé Pierre, c'est complètement autre chose, c'est plus du tout le même mot, c'est plus du tout le même sens, c'est plus du tout… voilà, donc le contexte ne peut pas être, je pense, saisi par les machines. Ouais. De la même manière, mais je ne vais pas faire la conférence à votre place, que pour moi, le grand maître de la langue française au XXe siècle, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment reconnu comme écrivain, c'est Pierre Desproges, mais je pense qu'il est intraduisible, personnellement, et que si on n'a pas vécu à l'époque où moi j'ai vécu, on ne peut pas comprendre le 10e de ce qui est écrit dans ses œuvres. J'ai lu ses œuvres complètes plusieurs fois, mais je suis sûr, si je les passe à Madame Manon, par exemple, comme je suis jeune depuis un peu plus longtemps qu'elle, il y a tout un tas d'allusions qu'elle ne comprendra pas parce qu'il faut avoir vécu la période pour comprendre le texte. Ça aussi, ça fait partie de la difficulté de votre travail. Ouais. Par exemple, parfois, vous savez, entre traducteurs, on se pose des questions. J'ai des amis qui me demandent « Ekine, comment est-ce que tu traduirais cette phrase ?» Premier réflexe, je leur dis « Est-ce que tu peux m'envoyer le paragraphe ?» Puis je regarde le paragraphe, ça ne me suffit pas. Je dis « Est-ce que tu peux m'envoyer la phrase ?» Ça ne me suffit toujours pas. Je lui dis « Est-ce que tu peux m'envoyer tout le chapitre ?» Parce que j'ai besoin de comprendre vraiment tout le contexte. Et puis, ça m'arrive de prendre des notes. C'est pour ça que je disais comme aussi un détective un peu, vraiment de prendre des notes pour essayer de voir pourquoi est-ce que ce mot a été utilisé de cette façon-là, à cet endroit-là. Que peut être la définition, le sens que l'auteur a voulu utiliser. Par exemple, il y a quand je vais donner l'exemple de Muriel Barbery, dans son livre, elle nous parle du sable gris qui se trouve devant les temples au Japon. Et donc, bon, sable gris,
très facile à traduire, comme vous le comprenez dans le premier sens. Mais il y avait quelque chose qui manquait pour moi quand j'ai commencé à traduire ça. Je me disais, sable gris, mais pourquoi est-ce que c'est le sable gris? Elle parle dans son livre des mouvements, des lignes tracées au râteau. Et je ne comprenais pas, mais je n'arrivais pas vraiment aussi à visualiser. Et puis ensuite, j'ai fait, au cours de mes recherches, pardon, je me suis rendu compte qu'en fait, au Japon, donc c'est un pays rempli de symboles, le sable gris représente l'eau et les lignes tracées au râteau représentent le mouvement. Ils veulent en fait recréer la sensation du mouvement de l'eau. Et dans tous les verbes qu'elle utilisait pour décrire ce sable gris devant les temples, elle utilisait des verbes, là maintenant je ne me rappelle plus, mais des verbes qui peuvent être utilisés à la fois dans un sens maritime, si vous voulez, en relation avec l'eau aussi. Donc, c'était assez intéressant. Une fois que j'ai compris la signification, le symbole du sable gris, bah, ça a été beaucoup plus facile pour moi de continuer ma traduction. Merci, madame, pour votre discours intéressant. Maintenant, notre camarade Denise veut poser une question. D'abord, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais vous demander, est-ce que c'est important qu'un traducteur ou traductrice se spécialise dans un domaine? Par exemple, technologie, commerce, sciences, les domaines avec une terminologie technique. Alors, ça, c'est pour si vous voulez faire de la traduction technique. Je pense que là, oui, ça vous aidera parce que c'est tout un vocabulaire. Donc, si vous faites de la traduction juridique, c'est autre chose. Pour la traduction littéraire, je ne pense pas que forcément vous ayez besoin de vous spécialiser en un certain domaine. Parce que sinon, par exemple, je ne traduirais que des livres là, sur le Japon ou en Asie et rien d'autre. Donc, ce serait assez limité pour moi. Ouais. Mais aussi pour vous dire, vous savez, vous êtes tous bilingues. Vous avez la chance d'aller un des meilleurs lycées de Turquie et je suis sûre que vous êtes trilingue en fait. Mais bon, là, je vais dire donc bilingue. Vous faites tous déjà de la traduction consciemment ou inconsciemment. Mais vous en faites tous. C'est quand vous apprenez deux langues, quand vous savez parler, quand vous savez lire, quand vous savez écrire en deux langues, quand vous avez quelque chose devant vous, premier réflexe que vous faites quand vous n'avez pas compris, vous essayez tout de suite de le traduire dans votre tête dans la deuxième langue que vous connaissez. Est-ce que ça donne sens ou pas? Donc, vous êtes déjà tous des traducteurs en herbe. Merci, madame. Maintenant, notre camarade Zeynep a une question à vous poser. Ouais. Bonjour, madame. Bienvenue. J'ai une question. Que conseillez-vous aux personnes qui veulent devenir des traductrices ou bien des traducteurs? Alors, beaucoup, enfin, trouver peut-être le domaine dans lequel vous voulez travailler. Parce que comme j'ai dit, la traduction, il y a plusieurs filières, donc il faut d'abord choisir si vous voulez
faire de la traduction simultanée, si vous voulez faire de la traduction technique, si vous voulez faire de la traduction littéraire. Donc, déjà, choisir dans quel domaine vous voulez vous spécialiser. Vous pouvez faire les 3, les 4, tous en même temps. Ou alors, par exemple, aussi, si vous voulez faire des traductions pour les séries télévisées, les films, comme tout à l'heure, on en a parlé, les documentaires. Donc, vous pouvez tous les faire à la fois ou alors juste choisir un domaine et vous spécialiser dans ce domaine-là. Ensuite, il faut une bonne connaissance de la langue, des 2 langues. Donc, pour ça, il faut beaucoup lire, peut-être, parce que la lecture, c'est un des meilleurs moyens pour maîtriser une langue, que ce soit la langue d'origine ou la langue cible. Ensuite, vous pouvez vous-même, par exemple, prendre un livre écrit en français et puis trouver plusieurs différentes traductions du même livre en turc. Parfois, je fais cet exercice, je traduis moi-même en turc et puis je regarde les autres traductions des autres traducteurs pour voir comment est-ce qu'ils ont fait, quel mot ils ont utilisé à la place de tel mot. Donc, c'est un bon exercice intellectuel. À l'école, c'est de bien travailler vos cours de grammaire et les dictées et puis les analyses de texte. Et puis prendre peut-être beaucoup de notes et essayer de lire le plus de livres que vous pouvez, de vous documenter, de regarder, d'essayer d'avoir une perspective encore plus large, si vous voulez. Merci, madame, pour votre conseil. Et je crois que Aïcha Sena a une question. Oui, madame, bonjour. Comment réussir à protéger l'originalité du livre en donnant le sentiment, comme le livre est écrit dans la langue que vous essayez de traduire? C'est pas pour rien qu'au début, j'ai dit que les questions des jeunes étaient les plus difficiles à répondre parce que là, vous me posez toutes les questions les plus… En fait, c'est comment dire, c'est tout l'objectif de la traduction, de pouvoir garder, de pouvoir trouver le bon sens du mot, le vrai sens du mot, de pouvoir trouver le mot qui correspond le plus, tout sans aucun soupçon de traduction. Donc, quand le lecteur turc va prendre le livre et traduit en turc et va commencer à le lire, pas une seule seconde, il doit se poser la question, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à ce moment-là? Il ne doit pas une seule seconde se demander, est-ce que ce livre a été traduit? Et donc, c'est pour ça que je fais toujours donc 2 vérifications. Je vérifie 2 fois, d'abord au niveau du sens, si je ne suis pas à côté de la plaque, si vous voulez. Et ensuite, je vérifie aussi, je lis au moins 2 ou 3 fois le livre, rien qu'en turc, pour être sûr que ça coule. Et une chose à laquelle je fais attention, vous savez, je vous ai dit qu'au début, quand on me proposait un livre, avant de donner ma réponse, je le lisais une première fois. À cette première lecture, j'essaie de me rappeler des sensations, des émotions que je ressens à la première lecture, à cette lecture-là. Et en fait, j'essaye d'être sûre que j'arrive à transposer tout ça en turc aussi. Et ensuite, c'est l'éditeur aussi qui m'aide, qui me guide aussi pour me dire si ce qui manque ou ce qui est bien fait. Et chaque livre, c'est un nouveau défi. Je recommence à zéro. Ouais, ça ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre.
Madame Fatima a une question, mais elle ne peut pas la poser à cause des bruits en arrière. Donc, Oh. je peux poser sa question à sa place. Elle a voulu vous demander cette question. Les expressions idiomatiques sont des expressions qui sont propres à une langue. Comment traduire tout en respectant des valeurs expressives et contextuelles des traductions? Alors là, c'est là où vraiment j'ai le plus de difficultés. Parce que, mais c'est aussi la même chose que je fais avec un mot. Mais parfois, je suis obligée de changer, de trouver une nouvelle expression. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup d'expressions aussi en turc. Donc, je regarde bien la définition en français de l'expression française, du contexte dans lequel l'origine de cette expression, le contexte dans lequel l'auteur, l'autrice a formulé, a utilisé, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin d'utiliser cette expression-là. Et ensuite, j'essaye de trouver celle qui correspondrait le plus en turc. Et parfois, j'ai l'idée, mais je ne trouve pas l'expression en turc, donc je demande autour de moi. Je me dis, est-ce qu'il y a une expression, est-ce que tu sais s'il y a une expression qui veut dire ça en turc? Ou alors, par exemple, ça m'est aussi arrivé, parce que comme on a beaucoup d'expressions en turc, elle n'a pas utilisé, par exemple, l'auteur, l'autrice n'a pas utilisé d'expression, a juste fait une phrase, mais ça correspond vraiment à une expression en turc, ben, je l'inclus dans le texte. Est-ce que je reste vraiment fidèle à l'original ou pas? Bon, après, parce que ça, je me dis que si j'ajoute cette expression-là, je peux aussi en quelque sorte faire passer une autre sensation, une autre émotion, et ça va aider le lecteur turc à encore mieux comprendre ou peut-être à ressentir ce que l'auteur a voulu faire passer. Et maintenant, Öykü Özdoğan va poser une question. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous faites des recherches sur l'époque pendant laquelle le livre se passe pour que le lecteur puisse mieux comprendre? Oh oui. Je fais en fait, déjà, je commence avant de commencer la traduction, je fais des recherches sur le livre, je fais des recherches sur l'auteur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment essayer de se mettre à la place de l'auteur, de l'autrice pour vraiment bien comprendre. Et comme je vous ai dit, il faut, pour bien comprendre, passe par bien visualiser. Donc, si, par exemple, encore, je vais vous donner l'exemple du kimono. Dans le livre Une rose seule, l'autrice parle d'une japonaise qui met un kimono et qui a à sa taille un obi. Et sur le kimono, il y a des fleurs. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches aussi. J'ai regardé les kimonos. Ou alors, par exemple, pour mon livre sur Barberousse, j'ai dû faire des recherches aussi pour le vocabulaire, par exemple, de maritime. C'était assez difficile. Ou bien pour le pôle Nord, par exemple. Moi, je pensais, par exemple, que les Inuits vivaient tous dans des igloos, alors que je ne savais pas que c'était des habitats éphémères et qu'ils construisaient des igloos juste pour quand ils vont à la chasse et qu'en fait, ça leur prenait 35 minutes pour construire un igloo comme ça, tout de suite. Ou bien, par exemple, qu'ils mangeaient de la viande crue, parce que je n'avais pas fait la connexion qu'évidemment, ils n'ont pas d'électricité. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire cuire leur viande? Donc, ce genre de choses, oui, je suis obligée de faire des recherches. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est pour ça que j'ai dit aussi comme un journaliste, je me documente. C'est ça qui est vraiment intéressant de vraiment tout connaître.
Alors là, j'ai la chance parce qu'avec Muriel Barbery, j'ai pu être en contact avec elle et j'ai eu justement, j'ai participé à une conférence organisée par Yit Penach où Muriel Barbery était l'invitée et j'ai eu la chance de pouvoir participer puisque je suis en train de traduire donc son dernier livre. Et donc, c'est autre chose de pouvoir aussi être en contact avec l'autrice directement. Donc là, maintenant, quand je vais terminer ma traduction, j'ai plein de questions à lui poser sur le livre pour vraiment essayer de comprendre dans quel sens est-ce qu'elle a utilisé un mot et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé un autre mot, qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant cela. Donc, c'est encore plus intéressant quand, en tant que traductrice, j'ai un contact avec l'auteur ou l'autrice. Merci, madame. Donc, maintenant, avant de passer à nos deux dernières questions, on va écouter la question de Bach. D'abord, merci pour votre participation à cette vidéoconférence. Ma question, c'est est-ce que c'est possible de conserver la même mise en page lors de la traduction? Quand vous dites mise en page, comme quand on traduit, il y a des mots, il y a des phrases en français, mais ça peut être plus long, mais quand on traduit en turc, ça peut être plus court. Est-ce que c'est possible de conserver? Alors là, c'est vraiment difficile parce qu'en français, il y a l'art de pouvoir faire de vraiment très longues phrases en gardant en tête toujours à l'esprit qui est le sujet, alors que vous pouvez vous perdre beaucoup plus facilement quand vous essayez de traduire la même phrase en turc. Parce qu'il n'y a pas forcément les pronoms comme le je, tu, il direct, on l'attache à la fin du verbe. Donc, j'utilise beaucoup les points-virgules en turc quand je traduis de longues phrases françaises et j'utilise aussi beaucoup je ne sais pas comment on le dit, mais ce qu'on met entre tirets en fait. Donc, parce que par exemple, en français, on peut mettre on peut avoir une longue phrase et puis ensuite mettre une virgule et juste donner une certaine information sur la personne. Alors que si vous faites ça en turc, bah, vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans vos idées. Vous n'arrivez plus à suivre la phrase. Donc, parfois, il m'arrive de mettre entre tirets de décrire, de traduire la description qui est donnée. Parfois, il m'arrive, j'essaie de ne pas le faire, j'essaie vraiment de ne pas le faire, mais parfois, il m'arrive aussi de couper ces longues phrases françaises et de mettre un point et de faire deux phrases en turc. Parfois, en turc, il y a aussi beaucoup de répétitions. Parce que, bon, en français, vous avez déjà, par exemple, elle, là encore ce matin, quand je travaillais justement pour ce livre-là, l'autrice, elle parle de... Donc, le personnage principal aussi s'appelle Rose. Donc, elle dit Rose, et puis après, blablabla, et puis virgule, elle. Alors que, en turc, comme on n'a pas le pronom elle direct, c'est beaucoup plus difficile. Donc, parfois, je suis obligée de répéter deux fois Rose, ou bien de mettre un point pour que ça ne soit pas alourdi. Donc, c'est difficile quand la construction grammaticale de la phrase est différente, oui. Merci, madame. Maintenant, notre camarade Atunç a une question à vous poser. Tout d'abord, bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup pour votre participation à cette conférence. Mon question est-ce qu'il y a des techniques spéciales que vous faites de
chaque de votre traduction, car je pense que chaque métier a ses propres techniques spécifiques. Donc, oui, alors, technique, je dirais plutôt, peut-être condition, c'est je travaille beaucoup. Mais vraiment, je passe beaucoup de temps. Il faut être très, très, très persévérant. Et si vous êtes persévérant, si vraiment vous donnez de votre cœur, si vous faites ça en aimant, aucune raison pour ne pas réussir. Je vais vous donner un secret pour être nette. Donc, j'ai commencé, ma première filière, j'ai fait, donc, comme je vous ai dit, des études de sciences politiques, relations internationales. Et donc, j'ai commencé en Belgique et puis ensuite, j'ai continué en Turquie, à l'université d'Ankara. Et la faculté de sciences politiques est réputée pour former les futurs diplomates. Et donc, dans ce contexte, j'avais des cours de langue étrangère diplomatique. Donc, je devais traduire des discours politiques du français au turc, du turc au français. Et comme les cours de grammaire que je n'aimais pas quand j'étais au collège, eh ben, ces cours-là aussi, je ne les aimais pas. Donc, c'est de la traduction, mais je n'aimais pas du tout faire de la traduction parce que, en fait, je n'avais pas trouvé le domaine qui m'intéressait. J'aime la littérature, j'aime lire, j'aime tout ce qui est du recours de l'imagination. J'aime qu'un livre m'emporte ailleurs et quand c'était un discours politique, ça ne m'intéressait pas forcément. C'était vraiment très, très technique. J'aime tout ce qui a émotion. Et donc, peut-être qu'il faut vraiment, quand vous trouvez le type de traduction qui vous intéresse le plus, et c'est un tout. C'est un tout parce que, par exemple, pour faire de la traduction littéraire, vous devez être quelqu'un de solitaire parce que c'est un travail qu'on fait en solitaire. C'est le seul travail d'équipe que vous avez, c'est avec votre éditeur. C'est tout. Vous devez être autodiscipliné parce que personne ne va vous dire « Allez, il faut se lever à 7 heures du matin et maintenant tu te mets devant ton ordinateur pour commencer à traduire. » Vous n'avez pas de patron. Ou alors, par exemple, pour faire je pense à Madame Zeren, pour faire de la traduction simultanée, il faut être quelqu'un qui puisse garder son sang-froid. Il faut quelqu'un qui puisse réfléchir très vite et avoir des réponses très rapides. Donc, mon plus grand conseil, ce serait vraiment de ne vous attardez pas sur une chose que vous n'aimez pas, par exemple, essayez de voir tout ce qui vous intéresse et à partir de toutes ces données-là, ça fait un tout. Donc, comme je vous ai dit, quand j'étais au collège et au lycée, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé faire des analyses de textes, mais ce n'est qu'à 38 ans, 37 ans que j'ai commencé à faire des traductions littéraires. J'aurais voulu faire ça bien avant. Et en plus, l'avantage de faire des traductions littéraires, c'est que vous pouvez faire ça comme second métier. Donc, vous pouvez très bien être professeur de français la journée et être traducteur le soir, ou bien être docteur pendant la journée, et puis, ou comme votre épouse, Monsieur Auguero, vous avez dit qu'elle n'est pas traductrice, c'est ça? Mais qu'elle, par plaisir, elle fait de la traduction. C'est un travail intellectuel qui... je sais pas, il faut le vivre. Essayez demain matin. Prenez un livre en français et essayez. C'est vraiment, vous découvrez la magie de la grammaire. Parce que moi-même, quand je donnais mes cours de français aussi, les cours de français, j'étais obligée
de dire aux élèves, ah bon, vous allez apprendre vos temps, maintenant on apprend le présent, maintenant on apprend le passé composé. Alors, comment est-ce qu'on conjugue le verbe avoir à l'imparfait? Mais alors après, quand vous voyez que ça peut être un outil, et que c'est comme je vous l'ai dit, vous devenez comme un détective, c'est autre chose. C'est plus aussi didactique. Vous commencez à y prendre plaisir. Merci, madame, pour ce conseil et cette information détaillée sur ce système. En fait, en tant qu'un élève qui veut étudier les sciences politiques, vraiment, vos conseils, vos opinions et vos informations détaillées m'ont inspiré. Oh. Et finalement, maintenant, on va écouter Aline qui veut vous poser sa question. Bonsoir, madame. Premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai personnellement appris beaucoup de choses ce soir. Et je voulais vous demander sur le processus de préparation à la traduction. Vous avez un peu parlé à l'introduction dans votre discours, mais plus précisément, comment vous arrivez à vous mettre à la place de l'auteur? Parce qu'on voit que c'est parfois difficile de comprendre le contexte, peut-être le sujet du livre, sans savoir les expériences, les sentiments, peut-être les souffrances de l'auteur. Oui, en effet. Alors, comment, par exemple, justement pour ce dernier livre de Muriel Barbery, j'ai visionné beaucoup de ses reportages sur YouTube. Et à chaque fois, elle disait qu'elle avait vraiment fait attention à écrire un livre où il serait question d'émotion, sans tomber dans le piège que ça devienne un guide touristique sur le Japon. Donc moi, ma difficulté première a été de me documenter sur le Japon, de visualiser le Japon, de comprendre ce qui se passe, de la vie culturelle, la vie quotidienne au Japon, sans y être allée. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, par exemple, pour l'exemple du sable gris, donc le livre est rempli de symboles. Le livre est rempli de symboles, donc j'ai dû vraiment comprendre tous les symboles qui sont utilisés dans le livre, parce qu'elle ne dit pas explicitement que, par exemple, elle parle d'un cerisier, mais elle ne dit pas que le cerisier représente la vie éphémère, symbolise la vie éphémère. Elle ne dit pas dans son livre que le sable gris représente l'eau. Donc pour ça, j'ai eu des difficultés et aussi donc, dans ses vidéos, elle disait qu'elle voulait vraiment être le plus simpliste possible. Pourquoi? Parce que justement, elle décrit le Japon et qui dit Japon dit aussi toute une culture zen où il est question de tout est pur, si vous voulez. Donc, c'était vraiment très important que je puisse transposer tout ça en turc de la même façon. Alors que, par exemple, quand j'ai traduit le livre de Ekrem Reşit Rey sur Barberousse, bon, ça se passe donc au XVe siècle et j'ai pensé qu'il serait juste d'utiliser des mots turcs d'origine arabe, par exemple. Vous savez, en turc, on a des mots qui sont d'origine turque et puis des mots qui sont d'origine aussi arabe. Et donc, quand je devais faire le choix, j'ai plus opté pour les vieux mots, si vous voulez, entre guillemets, pour essayer aussi de faire passer cette atmosphère au lecteur. De la même façon, par exemple, quand j'ai traduit le livre de Modiano, c'est un auteur, je veux dire, qui écrit des phrases, à première vue, quand vous les lisez comme ça, en français, ce sont des phrases assez courtes, assez simples, pas très compliquées. C'est toujours un bon auteur à découvrir quand vous apprenez le français. Et il fallait que je puisse, par exemple, il y a beaucoup de dialogues dans le livre Rue des boutiques obscures, il fallait que je puisse traduire les dialogues de façon aussi simple
que Modiano l'avait écrit. Il ne fallait surtout pas que je me complique la tâche, il ne fallait surtout pas que il fallait vraiment trouver le mot exact. Et tout ça, ça demande évidemment beaucoup de préparation. Mais par exemple, pour Rue des boutiques obscures, je n'ai pas dû faire autant de recherches parce que j'ai vécu à Paris. Donc, je savais tous les endroits dont il était question dans le livre. Mais, comme je l'ai dit, pour le livre de Bérengère Courneux qui se passe au pôle Nord, j'ai dû faire beaucoup de recherches, presque 2 semaines, 3 semaines, rien qu'à me documenter sur le pôle Nord. Et puis, de la même façon, maintenant pour le Japon. Ou alors, par exemple, le livre de Rauda Jamis, elle parle du poète Marina Tsvatsveia. C'est difficile à prononcer le nom de famille. J'ai dû donc lire beaucoup de ses poèmes, essayer de comprendre, parce qu'elle a eu une vie très, très difficile, et vraiment comprendre la souffrance qu'elle a vécue. Donc, merci beaucoup, madame. Nous remercions à nouveau Madame Akseki pour cette réunion tellement enrichissante. Merci. Et nos camarades pour leur participation active et leurs questions. Nous donnons la parole à Madame Hava pour le mot de fin. Est-ce que je peux juste dire, je suis vraiment impressionnée. Je suis vraiment, je veux dire, c'est la première fois que je rencontre des élèves de votre lycée. J'ai toujours entendu, vous avez une bonne réputation, un des meilleurs lycées de Turquie. Ça me fait tellement plaisir de voir à quel point vous êtes, comment dire, vous êtes rempli vous donnez de l'espoir pour le futur. Je suis vraiment impressionnée. Bravo. Bravo à vous et à vos professeurs, si je peux me permettre. C'est nous qui vous remercions. Madame Akseki, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait l'honneur d'avoir été parmi nous ce soir avec toute votre bonne humeur. Ça a été une conférence très enrichissante. C'était la dernière conférence du printemps de la francophonie, une francophonie qui a été un petit peu particulière cette année. On a dû s'adapter aux conditions actuelles et c'est une très bonne chose parce que le métier de professeur, c'est exactement ça, c'est s'adapter et continuer d'évoluer. Voilà, donc préparer des conférences avec les élèves a été un plaisir pour nous. Rencontrer des personnes comme vous, Madame Akseki, qui nous ont fait découvrir leur domaine de spécialisation. Ça a été très enrichissant pour nous et nous comptons bien continuer cette belle expérience les prochaines années et pourquoi pas vous rencontrer en vrai. Un vrai plaisir, ce serait un vrai plaisir. Je suis ici aux États-Unis juste pour une durée déterminée, donc c'est juste pour le travail de mon mari, donc on va rentrer en Turquie. Donc avec plaisir. Voilà, je tiens à remercier aussi les élèves, tous les élèves qui ont été très actifs dans la préparation des conférences et qui ont eu le courage de prendre la parole devant tout le monde en français. C'est pas évident et vraiment, je pense en effet, je suis du même avis que Madame Akseki. Je pense que nous, les professeurs de Saint-Joseph, nous avons beaucoup de chance d'avoir des élèves comme vous. Voilà. Je remercie aussi tous les professeurs de français et les professeurs qui enseignent en français. Et je tiens aussi à remercier notre informaticien Frédéric Rouzière qui a eu la patience de nous expliquer toute la technique qui était très nouvelle pour nous et qui a été à nos côtés pendant toutes les préparations. Voilà, je pense que Monsieur Augereau veut prendre la parole. Je ne me trompe. Oui, ce n'est pas pour parler le dernier, hein. Je voulais le faire avant vous. D'abord, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Akseki dans sa dernière intervention sur les expressions de nos élèves. Je dis sincèrement, hein, je ne dis pas pour faire plaisir aux gens,
j'ai été frappé par la qualité du français dans lequel les questions ont été posées. Et donc là, je félicite aussi bien les professeurs que les élèves parce que même si des questions ont été préparées, j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose, un dialogue en direct qui était vrai. Et c'était vraiment dans un excellent français. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai été marqué par les deux dernières questions. Celle d'Attunch était vraiment très, très difficile sur les techniques. Mais Attunch est d'abord un scientifique, même si c'est un bon littéraire, parce qu'il parle très bien français. Donc, c'est peut-être ça qui a justifié une question aussi difficile. Et j'ai trouvé la question d'Aline merveilleuse. Voilà, comme une dernière question, j'ai trouvé cette question merveilleuse. Je vous remercie aussi de tout ce que vous avez dit. Vous avez pas mal insisté sur l'importance du vocabulaire, de la grammaire. Alors ça, je suis sûr que nos professeurs vont être très, très contents. Ils sauront le redire parce que vous avez dit à quel point c'est important dans l'apprentissage d'une langue. Hein, ils vont certainement s'en souvenir. Ceci dit, au travers de tout ce que vous avez dit, notamment quand vous avez fait allusion au pôle Nord ou au Japon, moi j'ai retenu une chose que je ne trouve pas surprenante, mais que finalement, ce qui est le plus difficile à traduire, c'est ce qui n'est pas dit. J'ai ressenti ça au travers des propos que vous disiez, même si vous ne l'avez pas formulé explicitement avec ces mots-là. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde alors et au plaisir de vous revoir, on espère plus tard.